de la convoitise de ces richesses par les impérialistes occidentaux. Face à une telle réalité, il y a eu quelqu'un qui a dit niet. Il s'agit donc d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le parcours exemplaire et élogié de cet homme a influencé toute la République démocratique du Congo et l'Afrique. Que reste-t-il de son héritage? Tentative de réponse avec Norbert Yamba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et puis président de la vision panafricaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Synopsis qui a le plaisir d'aborder cette question pour que vous puissiez être édifiés sur le parcours de cet homme qui a marqué la politique de la République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Norbert Yamba. Bonsoir, bonsoir. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous ces sujets? Mais le sujet est assez intéressant. Depuis très longtemps, 60 ans, on nous a privés de connaître notre histoire. La dernière fois, nous avons parlé avec toi pour dire que Lumumba nous avait recommandé de réécrire notre histoire. Et chaque pays, chaque espace a des personnages méritants. Ce qu'on appelle des ancêtres divinisés, il faut les connaître. Et connaître naturellement leur philosophie, leur vision, leurs objectifs, etc. Dans notre pays, ils ne sont pas nombreux. Sur le plan politique, vous citez Patrice Lumumba, vous citez Laurent Kabila, vous citez Etienne Tshisekedi. Ce sont des hommes qui ont eu une vision, une philosophie à suivre pour amener le pays du point A vers le point B. Et donc le sujet paraît très intéressant parce que ça va nous permettre naturellement de décortiquer la vie d'Etienne Tshisekedi. Ça fait 5 ans, il n'est plus là, mais il nous laisse quel héritage? Et qu'est-ce que nous faisons de cet héritage? Justement, quel héritage qu'on peut retenir de cet homme? Qu'est-ce qu'il nous a légué comme héritage? Vous savez, les hommes qui ont la particularité d'être exceptionnels sont des hommes qui ont une très grande lucidité. Et généralement, on les considère comme des esprits, l'esprit de Dieu incarné dans un corps humain. Et Dieu, vous savez, c'est un être parfait. Mais lorsque son esprit est incarné dans un corps humain, c'est que c'est un corps humain qui assume une certaine lucidité, un corps humain qui devient exceptionnel, un corps humain qui a les caractéristiques divines. Tu vois, et donc, Etienne Tshisekedi nous apporte un élément important, c'est donc le courage. Le courage dans l'action. Lorsque vous avez le courage, vous pouvez même déplacer les montagnes. Et son courage, sa détermination, son engagement nous a permis de comprendre tous. En tout cas, à une certaine époque, on l'a critiqué. On voyait comme s'il était fou. Il a été envoyé plusieurs fois au centre psychiatrique pour être examiné s'il n'était pas fou, parce qu'on ne pouvait pas faire le contraire de ce qui était prévu par une dictature perfectionnée de Mobutu. Mais lui, il avait pris le courage. Il était en avance sur l'histoire. Et donc, il faut toujours du courage pour déconstruire quelque chose qui véritablement remet en question la société. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Etienne était intègre. L'intégrité suppose la moralité. Oui. Si Etienne aurait souhaité véritablement d'être millionnaire comme Mobutu, il le serait. Vous savez, quand le combat a commencé, ils étaient 13 parlementaires, plus certaines d'autres personnes, comme
Marcel Diao, Bouankem, Kibasa Madiba, etc. Ils n'étaient pas des parlementaires, mais ils ont accepté véritablement d'accompagner les parlementaires dans les combats. Alors maintenant, comme parlementaire, tu sais qu'il dit à l'époque, s'il était deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Il avait tout. Il commence déjà dans les années 60 comme recteur de l'ENDA, École nationale d'administration. Oui. Et puis déjà en 64, il est élu député. Et puis bon, finalement, député, il est devenu ministre de l'Intérieur. À quelle époque? Au début des années 66, parce que oui. Avec Mobutu arrive le 24 avril. Vous voyez? Et puis finalement, il a successivement été ministre, jusque finalement ambassadeur. Et revenu ambassadeur, il postule comme député. Et puis finalement, avec d'autres députés, ils ont commencé à fustiger le comportement de Mobutu qui, visiblement, privatisait tout à son profit. Déjà dans les années 77. Et ce combat a commencé par la lettre de 52 pages. Et donc, cet homme était intègre parce que Mobutu a tenté par tout le moyen de lui donner l'argent pour le faire taire. Il n'y avait pas longtemps, à 86, lorsqu'ils étaient à Guadeloupe, discutés, etc., tous ses collègues ont accepté naturellement de revenir dans l'MPR, de lutter à l'intérieur du MPR. Seul Tshisekedi n'était pas d'accord. Et pourtant, à l'époque, je me rappelle bien, Boussassi était devenu PDG, Kibasa, ministre des Sports à l'époque, il a repris compagnie. Tous, chacun avait des responsabilités. Mais la seule personne qui a refusé tous les avantages que Mobutu lui donnait, c'était Tshisekedi. Mais quand il refusait tous ces avantages, il vivait comment? Ben alors, en tant qu'opposant? Lorsque vous drainez, vous soutenez, vous défendez les intérêts d'un peuple, vous ne manquerez pas quoi manger. Mais comment? Parce qu'il a fallu la survie de sa famille. La survie de sa famille, oui. Mais tous ces opérateurs. Mais c'est maintenant qu'il n'y a plus des hommes riches dans ce pays. Les gens confondent la série de tous ces opérateurs économiques kassaïens. Il n'y a pas que kassaïens, parce que moi j'ai vu, j'ai accompagné une fois pauvre Eliam Mbappé à son âme, chez Papa Jeannot Bemba, qui tous intervenaient auprès d'Etienne Tshisekedi parce qu'on le trouvait d'un modèle référentiel. Et puis Etienne ne touchait pas l'argent. Il n'avait pas besoin d'avoir l'argent. Je ne sais pas s'il connaissait même que ça c'est autant, ça c'est autant. Non. Et même quand vous avez quelque chose, donc vous voyez Maman Marthe, un point train. Donc c'est un homme très intègre. Regardez sa résidence qui se trouve sur le boulevard. Et l'homme quitte cette résidence pour aller habiter à la cité, à Limité, à la 10e. Une petite parcelle, son petit bureau, il n'y a pas de piscine dedans. Il se contente de manger le bitécou, le pondou et compagnie, etc. Et il s'en fout éperdument de ce qui représente les avantages matériels. Ce qui aujourd'hui, véritablement, a refait surface dans la classe politique comme étant une usine de production à faire la politique. Mais M. Norbert Yamba. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je termine à citer... donc, je disais qu'il est intègre. Je vous l'accorde. Il était intègre. Oui. Étienne aussi était consistant. Une fois, au stade de Bouc, Papa Bouankem avait résumé le combat de Tshisekedi à 3 concepts. Il y a la consistance, oui. Il y a la résistance et la constance. C'est un homme très consistant. Il savait ce qu'il cherche et il savait donner contenu à ce qu'il cherche. Mais il était résistant face aux antivaleurs. Lorsqu'il y a une antivaleur, et donc il résiste. Il ne marche pas. Il ne marche pas, il ne négocie pas par rapport à ça.
C'est comme ça qu'on l'appelait un extrémiste, un extransigeant, etc. Mais il était constant. C'est pas comme un caméléon, quoi. Riche en couleur, pauvre en vitesse. C'est les gens aujourd'hui de la classe politique. Trop de transhumance. Quelqu'un qui était hier socialiste, oui. Il est devenu libéral, écologiste, chrétien, etc. Donc, on s'en fout, caputiste, tshisekidiste, moboutiste. Oui. Voilà. Et personne ne se gêne de ça. Le ridicule ne tue plus dans ce pays. Et surtout dans la classe politique. Etienne aurait souhaité véritablement maintenir sa crédibilité et sa notoriété. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, même les Blancs l'ont respecté, à travers le monde. Et vous avez vu ce qui s'est passé lors de sa mort. Il y a eu des défilés de grandes personnalités à travers le monde. Voilà un homme, mais qui n'avait pas de l'argent, mais qui est respecté. Je me rappelle bien, Kabila, j'avais accompagné le président en Allemagne, à Berlin. Oui. Et nous avons été reçus par le Parti social-démocrate et les ministres sociaux-démocrates, les grandes personnalités allemandes, etc. On entre dans une séance de travail. Je voudrais saluer Maman Kilembi parce qu'on était avec elle. Et avec Maman Marthe aussi. Et puis les représentants de l'IDPS en Allemagne, à Berlin. Le président fait son introduction et puis finalement on lui pose des questions, certainement que j'étais là aussi pour donner des éléments de réponse techniques. Mais ce qui était plus important, parce que le matin, le président devait rentrer et les Africains ont organisé une réception. Et les Africains ici, c'est pas seulement les Congolais. Oui. La présidente à l'époque de la colonie africaine, c'était une Togolaise. Et nous étions là jusqu'à 1h du matin. Et la dame, qui était présidente de tous les Africains qui étaient là en Allemagne, dira que, Etienne, on ne vous reconnaît pas dans votre pays. Mais nous vous rassurons que nous nous battrons, nous allons cotiser pour venir construire votre monument. Etienne leur répondra que non, le combat est là, le combat n'est pas fini, les monuments c'est après. Et on a quitté. Moi je suis resté parce que le président Tshisekedi devait prendre l'avion le matin pour Bruxelles. Et il a dit, Monsieur Yamba Yamba, vous débattez avec eux, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la coopération, compagnie, etc., sur des questions techniques. J'ai commencé à faire le défilé des ministères, y compris à leur assemblée nationale qu'on avait Bagdad. Et j'arrive au ministère des Affaires étrangères, on me dit, Monsieur Yamba, avec quoi vous allez faire les élections? Est-ce que vous avez de l'argent? Parce que déjà sur place, dans la séance de travail, le président leur a dit, les Congolais sont là, ils vont cotiser l'argent. Et ces gens-là croyaient être en mesure de donner au président de l'argent, mais le président dit, ce sont des Congolais qui vont cotiser l'argent. Et vous savez que les Congolais n'ont pas suffisamment de moyens. Et le président leur dira que voilà, quand je gagne les élections, je serai ici pour vous demander de venir investir, parce que vous avez beaucoup pillé, il faut venir investir. Voilà, ce franc-parler là, ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Et il est parti, j'arrive aux affaires étrangères, on me dit non, monsieur Amba, il faut dire-nous comment vous aurez l'argent. Moi je dis non, il est important que nous avons besoin de vous aussi. Parce que moi, comme travaillant comme représentant des ONG européennes, j'avais le feeling. Comment on fait la coopération, j'avais le feeling de politiquement correct, etc. Et j'ai redressé un certain nombre de mots qui étaient trop durs du président pour leur dire, si vous avez de l'argent, nous avons la possibilité de vous écouter et de prendre. Alors, et c'est comme ça qu'ils m'ont dit, le président Tshisekedi, quand il avait 60 ans, au moment où il avait besoin de l'argent, il n'a jamais accepté l'argent. Et vous croyez vraiment, à l'aube de ses 80 ans, lui va accepter l'argent?
Moi, je dis non, l'argent, on ne prend pas pour tuer le pays, mais c'est pour que nous puissions rendre opérationnelle notre campagne. Et c'est comme ça que, certainement que l'argent n'a pas été donné, parce que quand j'ai appelé le président à partir de Bruxelles, le président a dit non, non, pas question. Alors maintenant, ces gens-là nous ont dit ceci. Est-ce que, M. Yamba, vous ne pouvez pas aller en Afrique convaincre d'autres chefs d'État? Certainement qu'on s'est réparti le rôle. À l'époque, le président actuel est allé en Angola. Moi, j'ai fait Brazzaville, etc. Je me rappelle à l'époque, on a posé des problèmes, les gens étaient disposés de nous aider, etc. J'ai même amené une délégation, etc., qui devrait être reçue par le président, avec les numéros de téléphone du président, qui voulait qu'on l'appelle, et le président a dit, remets votre numéro, je n'en ai pas besoin, allez terminer. Est-ce que vous avez terminé d'arranger les routes? Vous avez terminé les problèmes des fonctionnaires? Vous avez terminé? Vous avez l'argent pour me donner moi là? Pourquoi vous me donnez l'argent au moment où d'autres de vos compatriotes souffrent encore? Vous voyez un peu le niveau de la personne. Il se bat pour le Congo, mais beaucoup d'autres chefs d'État africains voulaient pactiser avec lui en lui donnant des moyens, mais il lui refuse. Mais M. Norbert Yamba, à cause de ces francs-parler, vous ne voyez pas que c'est ce qui a fait en sorte que Félix Etienne Tshisekedi ne puisse pas accéder au pouvoir, ne puisse pas gagner la magistrature suprême, mais parce qu'il était contre le système occidental. Gagner la magistrature n'est pas une finalité. La finalité, c'est quoi en fait? La finalité, c'est travailler de telle sorte que l'on soit à mesure de résoudre les problèmes de la population. Et résoudre les problèmes de la population suppose qu'il faut avoir le pouvoir. Mais alors le pouvoir, pas pour le pouvoir, mais un pouvoir qui vous permette véritablement de déterminer vos actions dans la direction d'aider votre peuple. Mais si dans l'hypothèse, excusez Kabila, franc-parler, il prend l'argent. Mais ce sont ces mêmes personnes qui viennent, qui sont des vautours internationaux, qui viendront prendre tout ce qu'ils veulent. On vous donne des injonctions. Vous imaginez ça? On vous donne des injonctions et vous devez vous acclimater. Si vous refusez, on vous tue. Lui, au moins, il a dévancé par son franc-parler et il a été sanctionné parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse avoir le pouvoir. Et il est resté. Et on l'a respecté jusqu'à sa mort, Kabila. Et donc, avoir le pouvoir, certainement qu'on devrait l'appeler Excellence, Monsieur le Président. Mais alors, pour quel résultat? Dès lors qu'il avait suscité les espérances, il a suscité les attentes. Tout notre peuple entendait qu'on puisse avoir de l'eau, qu'on puisse avoir l'électricité, qu'on puisse avoir des routes, que les fonctionnaires soient bien payés, que les jeunes trouvent du travail, etc. Mais entre-temps, vous allez trouver du travail pour les jeunes au moment où on est dans un paradigme hérocentrique à rentabilité externe, où les gens viennent, ils prennent le brut, ils s'en vont chez eux, là où se trouvent les usines de transformation, ils créent des richesses, ils créent des emplois, ils trouvent du bonheur pour leur population, ils vous laissent, ils ne vous donnent rien. Alors vous êtes président, vous êtes au pouvoir, et vous faites quoi là? Mais vous faites quoi là? Pour vous, les Congo devraient chercher des solutions en elles-mêmes et tirer les leçons de sa transformation sans pour autant faire appel à l'Occident. Non, non, le partenariat stratégique existe. Oui. Même les Américains aujourd'hui, ils ont besoin des Chinois, malgré qu'ils sont des rivaux. Il en est de même des Chinois. Vous savez que les Chinois tirent 460 milliards de dollars des activités commerciales avec les États-Unis. Les États-Unis tirent 135 milliards avec les activités avec les Chinois. Il suffit seulement de rompre les relations. L'un va perdre 460 milliards, l'autre va perdre 135 milliards, ça aide à quelque chose. Voilà. Donc, il n'y a pas un pays qui peut fonctionner de manière autarcique. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est en coopération, que l'on soit considéré comme étant un partenaire. Ici, il ne s'agit pas de partenaires, il s'agit de bébés sous biberon. Il s'agit de courtiers. Lorsque on est chef d'État dans un pays africain, c'est très clair que on veut te considérer comme un commissionnaire.
Alors maintenant, comme on est commissionnaire, c'est qu'on n'est pas au service de la population, on est au service de puissance d'argent. Et donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Aujourd'hui, certes, il y a des évolutions, parce que il y a une sorte d'émergence d'une flamme en Afrique, en fait. Cette flamme permet naturellement que, il y ait une sorte d'opinion à travers le monde pour dire que les Africains sont en train de se réveiller. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Aujourd'hui, même en Afrique, de manière générale, on ne recrute plus n'importe qui dans les services militaires. On recrute des gens... À travers la Renaissance africaine. Oui, bien entendu, c'est le début de la Renaissance. Oui. Mais attention, une Renaissance sans paradigme, ce n'est pas la Renaissance. Naître de nouveau suppose avoir une alternative différente de la première. Or, l'alternative que nous avons toujours rendue opérationnelle, c'est celle qui consiste véritablement à construire une dynamique autour de l'approche afrocentrique, j'allais dire eurocentrique. C'est l'Occident et les référentiels, c'est l'Occident à l'idéal civilisationnel, c'est l'Occident et l'unité de mesure, c'est l'Occident à des valeurs universelles, etc. Ça sont des paradigmes occidentaux qui sont essentiellement occidentaux, mais l'Occident voudrait universaliser ça pour dire que quiconque qui veut se développer, pour être comme les Occidentaux, il faut suivre ce paradigme. Or, maintenant, c'est impossible parce que chaque espace a sa culture, chaque espace a ses valeurs. Mais c'est normal. Puisque nous parlons d'Étienne Tshisekedi Mulumba, à une époque où les idées dominantes, je dirais distillées à partir d'officines occidentales, tendant à accréditer la thèse farfelue et raciste de l'infériorité de l'homme noir, quel combat Étienne Tshisekedi a-t-il mené face à une telle réalité? Mais lorsqu'on résiste, vous savez que les Occidentaux n'aiment jamais qu'il y ait des Africains qui font la résistance, surtout lorsque vous êtes dans les règnes du pouvoir. Est-ce que la résistance seule suffise? Mais la résistance, c'est le début du commencement. Oui. Lorsqu'on résiste, c'est qu'on est en train d'injecter un modèle pour prendre un autre modèle. Tu vois? Et Tshisekedi a été de ceux qui étaient avec Makanda Kabubi. Et Makanda avait, lorsqu'il parlait de la Renaissance, lorsqu'il parlait, tu me l'as dit, tu me l'as rappelé une fois ici, etc., où l'Afrique doit pouvoir renaître, etc. Mais écoutez, tout cela se fait de manière graduelle. D'abord, résistons, et après avoir résisté, on se libère du joug colonial. À ce moment-là, lorsqu'on se libère, on se dit comment on s'organise. Va-t-on prendre essentiellement ce qui vient de l'extérieur ou devons-nous faire n'est-ce pas, l'inventaire de ce que nous avons comme potentialité, comme valeur interne, etc., de manière à les systématiser, à les modeler et à les moderniser. Ça, c'est la deuxième étape. Mais quand vous n'avez pas encore gagné la première étape, vous ne pouvez pas passer à la deuxième étape. Voilà. Et d'ailleurs, Santanyama, qui était un Tanzanien, disait toujours que nous devons accueillir le monde d'aujourd'hui sans oublier qu'il sera bientôt le monde d'hier. Il respectait le monde d'hier parce qu'il a représenté en son temps toutes les possibilités humaines. Nous sommes dans un cheminement. Oui. Nous avons connu la traite négrière, l'esclavage. Nous avons connu la colonisation. Nous avons connu la néocolonisation, la première guerre froide. Aujourd'hui, on remet la mondialisation, la globalisation avec une renaissance de la deuxième guerre froide. Oui. Alors, on est dans ce processus-là. Alors maintenant, lorsqu'on a des êtres méritants, c'est-à-dire lorsqu'on a des personnes qui incarnent la vision de Dieu, comme il a suivi moi, oui. Et donc, chaque personnage vient à une époque bien déterminée, et chaque personnage vient résoudre un problème bien déterminé. Le moment est arrivé à l'époque de l'indépendance. Il fallait l'indépendance coûte que coûte. Voilà, il a réussi mission, il a réussi vocation, il a réussi l'option, n'est-ce pas, de pouvoir se battre pour déconstruire la colonisation. Certainement la colonisation, entre guillemets, parce que les Occidentaux ils étaient tellement malins qu'ils ont mis en place
non seulement une colonisation physique, mais après leur départ, ils ont laissé des héritiers de la colonisation. Mais malgré ces combats, malgré tous ces combats, vous ne voyez pas que l'indépendance reste toujours nominale? Oui, mais bien entendu, c'est pourquoi je dis que chacun a une époque bien déterminée. Oui. Nous avons Lumumba pour l'indépendance nominale, bien entendu, mais il fallait quelqu'un qui booste véritablement les autres pour qu'on puisse aller de l'avant. Et puis bon, il y a la guerre froide, et puis bon, les moments des militaires, parce qu'en réalité, les militaires sont arrivés simplement parce que la guerre froide entre les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, notamment les Soviétiques et les Américains, cette guerre a commencé. Il fallait avoir des hommes forts, les hommes qui peuvent discipliner la population pour qu'il n'y ait pas de revendications. Et ce sont des militaires. C'est comme ça que vous voyez, depuis les années 63, 65, 66, des grands leaders civils en Afrique ont subi des coups d'État par des militaires. Au Togo, c'était Suvalu Soliompio, qui était un grand intellectuel, mais qui voulait changer la monnaie française, qui était opérationnelle au Togo, mais il a été assassiné et on l'a remplacé par Eyadema à l'époque, qui était lieutenant. Tu vois? Et donc, quand vous arrivez, par exemple, ici chez nous, Kasavubu a été mis de côté, on a mis Mobutu. Au Ghana, où c'était le patriarche et les professeurs des professeurs, et lui, écoutez, il fallait un coup d'État 66, et puis il est parti. Alors, maintenant, Modibo Keïta, qui était l'Africain, qui a promotionné les valeurs africaines, etc. On a organisé, n'est-ce pas, encore un coup d'État. Il est parti, naturellement, en 1968. Certainement que Sékou Touré a résisté, mais on lui a tout dépouillé. La Guinée-Conakry, c'est maintenant qu'on commence à la construire. La France a mis des mécanismes tels que la Guinée ne peut rien gagner. On a même déversé de l'argent sur le marché pour réduire la valeur de la monnaie guinéenne. Et des faux billets, bien entendu. Oui. Donc, il a connu des moments très très difficiles. Depuis 1958, il est reparti, c'est pas à France, en 1982. Donc, Amical Cabral, en Guinée-Bissau, il a été assassiné. Voyez. Et des grands révolutionnaires n'ont pas eu gain de cause. Mandela arrêté. Vous voyez, donc, chacun vient à un moment bien déterminé. Si le mouvement pour l'indépendance, ben voilà, tu sais qu'il dit, une fois l'essoufflement du système qui a été, le système militaire qui a été mis en place par les puissances d'argent essoufflées au travers la chute de mur de Berlin, avec une démocratie de façade mise en place, ben, il faudrait quelqu'un qui vient et qui a mission de pouvoir lutter contre l'impérialisme qui a mis en place les pouvoirs militaires de manière à déconstruire véritablement ce qui a été fait. Et c'est ça le rôle des 13 parlementaires dont le pilotage a été rendu opérationnel par Etienne Tshisekedi. Alors maintenant, oui, à la question de savoir, est-ce qu'ils étaient des panafricanistes? Certainement, ils avaient des idées panafricanistes. Mais ils étaient plus préoccupés de résoudre les problèmes de l'époque, de leur période, etc., qui était d'avoir une démocratie, alors une démocratie réelle. Mais aujourd'hui, nous avons cru que l'indépendance pouvait nous servir à quoi que ce soit, ça ne nous a pas servi. Nous avons cru que la démocratie pouvait nous servir à quoi que ce soit, ça ne nous a pas servi. Maintenant, nous sommes dans une lutte pour l'indépendance spirituelle. Parce que l'indépendance spirituelle va aider à l'indépendance, va susciter l'indépendance politique, la vraie indépendance politique, va susciter l'indépendance économique. Et ça, c'est le combat. C'est comme ça que vous voyez émerger des gens comme Yamba Yamba, comme Félix Tshisekedi, comme Thomas Sankara. Non, cette période ici, oui, c'est la période, la nouvelle génération. Et ils se sont bâtis pour la démocratie, oui, mais une démocratie occidentale. Et nous venons après, nous disons, oui, cette démocratie aurait pu nous donner les libertés, mais cette démocratie était un piège, ça ne pouvait pas nous amener nulle part. Et alors, il faut chercher une organisation politique qui est ici véritablement de notre patrimoine culturel et qui doit être théorisée, systématisée et modernisée. Justement. Et ça, c'est notre combat à nous,
maintenant, justement pour permettre véritablement la vraie émancipation. Monsieur Norbert Yamba, face à la désintégration de l'État congolais, contribué par les institutions de Bretton Woods avec en toile de fond le FMI, la Banque mondiale, ainsi de suite, quelles leçons peut-on tirer à travers cette œuvre combien macabre et louable qu'a mené Etienne Tshisekedi? Je te dis que la vie de Tshisekedi se résume à 3 mots. Oui. La consistance, la résistance et la constance. Oui. Et chaque fois, moi je me rappelle bien, j'étais représentant des ONG belges, et plusieurs fois on me sollicitait, me connaissant de mon appartenance à l'IDPS, pour qu'on vienne discuter avec Etienne Tshisekedi. Et chaque fois qu'on lui proposait des choses, il était catégorique. Il était catégorique. Aujourd'hui, les choses commencent à être mises en nu. Nous qui ne savions pas comment le monde fonctionnait, nous commençons déjà à en parler. Et à en parler avec plus d'efficience, plus d'efficacité, etc. Mais au moins, le diagnostic aujourd'hui, il est plus rigoriste que par le passé. Oui. Et donc, la leçon à tirer, c'est d'abord être intelligent, lire beaucoup. Quand je voyais Etienne Tshisekedi, chaque fois que j'allais à son bureau, il a des livres sur sa table. Et on peut être dehors, même si on a besoin de le voir. Quand il n'aura pas fini de lire le livre qu'il a prévu ce jour-là, il ne vous reçoit pas. Et quand il entre chez lui, dans sa chambre, parce qu'il n'avait que sa paillote et sa chambre. Quelle discipline. Quelle discipline. Donc, il faut beaucoup lire. Beaucoup disaient non, mais est-ce que ce n'est pas. Il n'avait pas de fétiche, etc. Pourquoi il disait des choses et ça se réalisait? Ah non! Aujourd'hui, nous, de cette génération, nous comprenons qu'il y a un pouvoir d'attraction. L'homme est l'architecte de ce qu'il veut, de ce qu'il devient. Au niveau de développement personnel, on sait que ce que vous voulez, c'est ce qui peut se faire. Mais lorsqu'on a une immensité de connaissances, lorsqu'on a un savoir immense, c'est que Cheikh Anta Diop disait, armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Oui. Ah, science égale compétence, à compétence égale science égale. Voilà. Fin sans conscience et ruine de l'âme. Et Etienne Tshisekedi, c'était un gars de cette école. Je me rappelle bien avec mon père, il a fait 4 ans post-primaire. Mais moi j'étais déjà à licence, mais il corrigeait mes notes. Vous voyez. Alors, ils étaient bien éduqués. Surtout dans cette école des Camponais, vous vous imaginez, donc dans les Kasaï occidentales. Mais M. Norbert Yamba, Etienne Tshisekedi est parti. Mais là où les babais, c'est du fait que l'Union pour la démocratie et le progrès social, ces grands partis politiques qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, et que sa survie soit mise en ballottage pour des dissensions internes après son départ. Mais la question qui reste posée est celle de savoir dans quel état d'esprit cette grande formation politique va aller aux élections. Va-t-il, en fait, je fais allusion, ou bien va-t-elle à cette formation politique brûler le pays, peut-être parce qu'il a perdu les élections? Non. Nous, on a été formés pour gérer les contradictions. On a été formés pour un droit au désaccord. Nous, on a été formés pour être tolérants. Etienne Tshisekedi pouvait être sur une chaise et puis on vient, on l'injurie, et puis tu termines, tu t'en vas, toi-même tu es fatigué. C'est ça l'UDPS. Même s'il y a des débordements actuellement, où il y a des gens qui prennent les trains en cours de route, qui n'ont pas véritablement ruminé cet enseignement et qui font des choses parfois incontrôlées, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que le président de la République a grandi dans la cour du roi. Il a eu un certain nombre d'enseignements. Vous n'avez qu'à voir ceux qui l'entourent aujourd'hui, ceux qui travaillent avec lui. Ce sont des gens qui ont été par le passé des rivaux, j'allais dire des ennemis
Mais il a réussi pratiquement à les rassembler et ensemble à travailler. Qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse véritablement recourir à ceux qui, à un moment donné, ont été à l'IDPS et qu'au fil du temps, il y a eu des problèmes. Raison pour laquelle, moi je pense que le moment viendra où le président pourra faire le rappel des troupes. Si on accepte les gens qui nous ont combattus, pourquoi pas? Et bientôt il y aura des élections. Bien entendu, mais c'est le moment d'appliquer l'État. Justement, c'est pourquoi nous voulons que le parti fonctionne. Le parti doit fonctionner. Le parti doit créer ce que nous appelons l'ancrage territorial, sociologique et institutionnel. Oui. Le parti doit avoir une banque de données des gens qui ont défilé à l'IDPS. Tous ces gens-là, les évaristes de Bouchab, ils ont été, les Chadari, ils ont été, etc. à l'IDPS, ils ont reçu une certaine formation de l'IDPS. Vous voyez les Corneille Moulumba, ça sont des gens qui ont travaillé, qui ont donné de leur vie, compagnie, etc. Vous avez même les Bruno Tibala, etc. Comment on peut travailler, par exemple, avec les Camérés et compagnie, et puis on va laisser les Bruno, encore qu'ils aient le courage et l'engagement, la détermination de revenir à la maison et de le dire solennellement quand on revient à la maison. Je lance la même occasion à Valentin Moubaké qui visiblement s'est protégé jusqu'à rester fidèle jusqu'aujourd'hui. Pourquoi pas? Je voudrais parler également des gens comme Albert Moleka, etc., qui ont travaillé avec Sphinx et qui visiblement a beaucoup contribué, etc. C'est pourquoi je leur demande un droit à la réserve pour ne pas faire des déclarations parfois tapageuses qui risquent de compromettre pratiquement ce que nous pouvons faire demain. Parce que quelqu'un me disait toujours, et c'est mon père, il dit Norbert, la bouche tue l'avenir. La bouche tue l'avenir. Donc il ne faut pas tuer l'avenir à travers ce qu'on dit. Il faut avoir des réserves. Et nous avons besoin de l'intelligence de tous ces gens-là pour qu'on mette en place une intelligence collective. Pour que l'IDPS, parce que tous ces partis politiques aujourd'hui qui pilulent dans notre société, où est-ce qu'ils ont eu... Mais l'État n'est pas votre allié, il faudra du temps parce que bientôt il y aura des élections. Mais chacun de nous s'organise là où il est, à un moment donné, le chef va lancer un rappel des troupes. Il ne m'a pas dit ça, mais moi je formule le vœu, parce que je voudrais voir l'IDPS, le grand parti, le grand parti qui a existé et qui a traversé de génération en génération, et qui a besoin de tout le monde, y compris ceux qui étaient avec Mobutu, y compris ceux qui étaient avec Kabila. Nous avons besoin de tout ça. Quand vous aimez lever de voir le chef les faire, mais apparemment il n'a pas besoin de les faire. Mais non, il ne faut pas radicaliser la thèse. Il n'a pas besoin de le faire. Mais pourquoi il a travaillé avec Kaméré? Pourquoi il a travaillé avec Kabila? Pourquoi il a travaillé avec tous ces gens-là qui l'ont trahi, qui l'ont presque insulté de fond en comble? Mais non, il faut pas, c'est pas facile, hein, votre génération, notre génération, de supporter le coup, encaisser le coup comme l'a fait le président Félix Tshisekedi. Vous voyez, ils étaient en Genève, n'est-ce pas? Il a eu des problèmes avec la Mouka, MLC, ensemble, etc. Celle Martin qui continue à faire la résistance aujourd'hui, en fait. Il est en train de tenter sa chance. Mais je crois que le moment venu, il doit comprendre que sa chance se désagrège au jour le jour. Et quand tout est en de cause, on peut travailler ensemble, de remonter un grand mouvement qui porte l'espoir ou l'espérance de tout un peuple. Comme ce fut le cas en Djili où tout le monde voulait quand même qu'on soit ensemble. Coup de chapeau à Jean-Pierre Bemba, coup de chapeau à Moïse Katoumi, etc. Mais il ne faut pas qu'ils fassent l'opposition au moment où ils sont partie prenante. C'est pas normal. Moïse Katoumi vous complique les bidons jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est Norbert Mbemba. Compliquer les bidons, ça veut dire quoi? Mais c'est Norbert Mbemba. Puisque nous parlons d'Etienne Tshisekedi, vous l'avez dit, il a combattu la domination blanche. Il a combattu la domination noire. Il a chéri l'idée d'une société libre et démocratique dans laquelle tout vivait en harmonie avec des chances, je dirais, égales. C'est un idéal que lui-même, Etienne Tshisekedi, espérait vivre. Il était même prêt à mourir face à une telle situation. Maintenant,
Au niveau de votre formation politique qui est l'IDPS, est-ce qu'il y a des gens qui incarnent cet idéal de Etienne Tshisekedi? Ça commence par son fils qui est un grand combattant. Félix Tshisekedi, tu le vois, il est à tous les fronts, il est en train de se battre pour que on puisse véritablement changer ce pays en fonction, n'est-ce pas, des motivations de départ. Ça, personne ne peut véritablement les contester. Maintenant, on ne gagne pas la guerre tout en étant seul. Il faut avoir une équipe. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle l'intelligence collective. Mais beaucoup de gens prennent les trains en cours de route. Les motivations sont différentes. Par transhumance, beaucoup de gens ont quitté la vision de l'IDPS et beaucoup de gens sont allés ailleurs. Ils ont appris des choses ailleurs. Or, quand vous regardez le cheminement, oui, ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, c'est le même personnel politique du maréchal Mobutu, de Laurent Kabila, de Raïs Kabila, qui sont avec Félix Tshisekedi. Donc, ces mêmes personnes-là n'ont pas été formées à la dimension de l'IDPS. Moi, je peux poser un acte, mais j'aurais honte. Mais quand quelqu'un vous dit, écoutez, moi là, je ne suis plus kabiliste, moi je vais l'importer à poste ministériel, et je ne serai pas kabiliste, je vais être tshisekidiste. La transhumance politique, oui. Il ne se gêne pas. Oui. Ah non, moi, de l'IDPS, au moins je me gênerai. Je ne dirai pas de cette manière-là. Mais aujourd'hui, personne ne se gêne. Le ridicule ne tue pas. À la place, tu diras quoi alors? Non, non, à la place, je dirais, non, écoutez, au regard de ce que fait le président Tshisekedi, voilà la vision, voilà le projet, et j'adhère à cette vision, voilà, j'apporte des améliorations, des enrichissements par rapport à ce que vous faites, et donc, lorsque vous tenez compte de ça, nous allons faire le chemin ensemble. Voilà les gens qui ont été formés par Etienne et qui ont un peu des reliquats de ce que lui a donné comme enseignement. Il n'y a pas qu'Etienne, certes, il a été le leader maximum, mais regardez la vie de tous ces fondateurs, vous allez comprendre. Celui qui était à Lubumbashi, Baba Tchoum, oui, mais il avait tout l'argent, on lui donnait tout l'argent, même par Kabila, mais je ne sais pas comment, il connaissait bien. Mais cela n'a pas empêché qu'il puisse justement contester, parce qu'il avait l'esprit de contestation au départ. C'est-à-dire c'est une vocation. Bien entendu, ils étaient ensemble, avec Kiba Samaliba, avec Bouanker, avec Marcel, avec Kapita Paul, avec Lusangangui. Mais tous ces gens ont trahi. Ils ont trahi, ils avaient trahi. J'ai dit que tout au long du cheminement, oui, il y a des munitions qui se terminent, certains tombent, et le combat continue. Mais attention, vous avez des gens qui ont été entraînés à faire la guerre, bien qu'ils sont tombés. Lorsqu'on gagne la guerre, au lieu de recruter les nouvelles personnes qui doivent être soumises à la formation, rien n'empêche que vous puissiez faire les deux. Ceux qui sont tombés, mais qui connaissent le secret, et puis ceux qui viennent, et ensemble, comme un seul homme, on peut véritablement booster. C'est cela. L'essentiel et le plus important, c'est de mettre en place les garde-fous pour que plus personne ne puisse poser des actes incontrôlés. Ça, c'est très important. Parce que quand on est leader à la fois des bons et des mauvais. Et là, on ne peut pas rejeter les mauvais simplement parce qu'ils ont failli ou ils ont trahi, etc. Encore que dans une société comme la nôtre, oui, dans une démocratie comme la nôtre, jamais le développement ne peut arriver. C'est maintenant que nous commençons à comprendre cela. La démocratie ici n'amènera jamais le développement. Et donc, il faut une nouvelle démocratie. Et nous devons avoir une pépinière d'une élite politique qui soit à mesure d'être entraînée, engagée, déterminée à mettre en route un nouveau modèle, un nouveau paradigme infocentrique, mais avec un génie propre, un génie interne, avec un enracinement, une fondation. Très bien. Africaine. Mais M. Norbert Yambamba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Une seule question pour terminer. Etienne Tshisekedi est parti. Que reste-t-il de son héritage? Ben, vous avez des petits Tshisekedi comme nous, manger ou pas, mais j'ai une ligne de conduite. Vous pouvez, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, le même discours, il n'y a pas de changement. C'est que quelque part, il y a des gens qui croient à ce combat-là. La preuve, c'est que nous avons un président de la République. Maintenant, il faut qu'il soit bien entouré. Et que maintenant, l'école du parti revienne en force pour former les gens
encadrer les gens. Parce que beaucoup sont dans notre parti, là, ils sont dans des séances de sensibilisation. Mais ils n'ont pas encore été formés pour être les vraies élites. Comment gérer le pays demain? Ça, c'est autre chose. Et nous voulons que notre école du parti soit rendue opérationnelle pour que, véritablement, on puisse recevoir des hommes et des femmes qui soient capables de former l'élite politique. Et l'élite politique, c'est l'élite éclairée. Pas des diplômés acculturés que nous avons aujourd'hui, qui prétendent avoir un diplôme, mais ne connaissent pas comment gérer un pays. Ça, c'est un problème réel. Aujourd'hui, on a trop de diplômés acculturés, mais on n'a pas d'élite éclairée. Et nous voulons que cette école du parti de l'IDPS forme de l'élite éclairée. Pas seulement les diplômés, mais une élite qui a une torche, qui éclaire l'avenir et qui sait jouer le rôle de lampadaire. Voilà. Ça, on en a besoin. Et c'est ce qui reste pour que demain, on ne puisse pas aller chercher, je ne sais pas dans quel parti d'alliés pour prendre quelqu'un qui va s'occuper de l'agriculture ou quelqu'un qui va s'occuper des mines, etc. Il faut qu'on en trouve à l'IDPS, il faut qu'il y ait une pépinière, il faut qu'il y ait un gémoire, une banque de données où l'on retrouve dans pratiquement toutes les 1450 entités territoriales décentralisées. On sait qu'à Bafasende, il y a telle personne qui peut être administrateur, il y a telle personne qui peut représenter le territoire, etc. Mais ça, on en a besoin, et c'est ça le défi, et c'est ça le grand travail qui doit être fait pour l'instant. Il faut traverser la zone des turbulences, il n'y a pas de vaincus, il n'y a pas de vainqueurs. Faisons le travail. Et le travail, ce n'est pas des déclarations incantatoires. Le travail, cela suppose, nous avons 145 territoires. Est-ce qu'on est représenté? Est-ce qu'il y a des comités? Et alors, nous avons 1450 entités territoriales décentralisées. Est-ce qu'on est représenté? Est-ce qu'il y a des comités? Est-ce que nous sommes capables de mobiliser les gens dans toutes les rues? Et ce n'est pas de la ville de Kinshasa. Nous, quand on a commencé le combat d'IDPS, toutes les avenues ont trouvé des comités sous-cellulaires. Voilà. Et c'est le travail qu'il faut véritablement mettre. C'est ça, ce qu'on appelle le travail au ras du sol. Le travail d'ancrage territorial, institutionnel et sociologique. C'est bien compris. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avions reçu pour vous M. Norbert Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la vision panafricaine. Avec lui, nous avions parlé... Nouvelle vision panafricaine. La nouvelle vision panafricaine, plutôt. Avec lui, une vision qui base sur l'intelligence économique. C'est bien. Mais en restaurant les valeurs africaines. Avec lui, nous avions abordé en grand trait et discrètement les parcours d'Étienne Tshisekedi, qui n'a pas seulement légué un riche héritage aux générations africaines, mais c'est l'apport de cet homme à l'histoire de l'humanité qui compte de plus, et c'est la raison pour laquelle nous avions parlé de lui. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.